À époque difficile, première émission difficile, en tout cas pour nous, puisqu'on a choisi d'aborder d'emblée le sujet qui secoue cette rentrée littéraire et ses médias. Un premier scandale a éclaté dès la sortie du roman de Yann Moix Orléans le 21 août dernier, roman dans lequel l'auteur dénonce les sévices qu'il a subis dans l'enfance. Son père puis son frère ont dénoncé ce livre comme une pure affabulation. Quelques jours plus tard, l'Express a révélé l'existence de fanzines antisémites conçues par Yann Moix voici 30 ans, ce que Moix lui-même a fini par reconnaître. Et à la fin de la semaine, enfin, Le Monde a révélé l'étendue des contacts de Yann Moix dans les milieux négationnistes littéraires d'extrême droite, contacts qui se sont poursuivis jusqu'en 2013. En période de pré-rentrée, la presse s'est jetée sur l'affaire, d'autant plus brûlante que Yann Moix est un écrivain prolifique, un disciple de Gide et de Péguy, auteur d'une œuvre souvent remarquable, et qu'il est aussi un proche de Bernard-Henri Lévy et une figure du milieu médiatique, chroniqueur notamment de l'émission de Laurent Ruquier où il était hier soir. Yann Moix est aussi un dénonciateur de l'antisémitisme chaque fois qu'il en a l'occasion, et le voici maintenant la cible de compromissions similaires. Après Renaud Camus, après Mehdi Meklat et d'autres, le paysage médiatique et culturel de ce pays se retrouve donc une fois de plus hanté par le spectre de l'antisémitisme. Yann Moix a bien voulu se joindre à nous aujourd'hui dans cette émission en direct, qui sera sa dernière radio, et je l'en remercie. Bonjour Yann Moix. Bonjour Marc. Marie-Gilles est avec nous également, écrivaine et critique littéraire, jurée au prix André Gide, auteur d'une biographie de Roland Barthes, d'une thèse sur Georges Bernanos et spécialiste de la littérature d'avant-guerre. Bonjour. Pour essayer de décrypter cette histoire complexe, on va avancer lentement, on va parler des polémiques, on va aussi parler de confusion médiatique et on va parler enfin de littérature, on va parler du livre de Yann Moix Orléans. Yann, rebonjour. Bonjour. Là, on va commencer par les dernières informations. Ce matin, on a la réaction de Bernard-Henri Lévy publiée dans le bloc-notes du Point, qui est un soutien à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez lu cet article d'abord? Mon cher Marc, je vous apprécie beaucoup, vous le savez. Je suis consterné par la présentation que vous avez faite de moi. D'accord. Consterné. L'étendue de mes amitiés dans l'extrême droite, dites-vous, c'est une assignation que je trouve tout à fait mensongère. Je ne fréquente pas l'extrême droite. J'ai eu des amis, dont 2 personnes, dont je ne vais pas citer le nom ici, d'accord, qui était l'un, un journaliste royaliste à l'époque, qui publiait des articles d'histoire dans Historia. L'autre est un écrivain qui s'est révélé être antisémite, avec lequel j'ai coupé en 2007 précisément pour cette raison, et qui avait pignon sur rue, qui allait dans les émissions de télévision, même chez Bernard Pivot, chez Thierry Ardisson. Oui, tout à fait. Très bien. Donc voilà les 2 seules connexions que j'avais avec des gens qui se sont avérés plus tard, l'un être antisémite, date à laquelle j'ai coupé avec lui en 2007 quand j'ai vu un Dazibao contre Israël, et l'autre, il s'est avéré que jusqu'en 2013, il travaillait encore à Historia, et entre 2011 et 2013, date à laquelle j'ai compris qu'il était douteux, je suis allé le voir de temps en temps pour essayer d'amadouer la bête, une bête qui essayait de m'intimider, de me faire chanter. Donc mes connexions fâcheuses et fascistes se bornent à 2 personnes qui ont eu longtemps. Et la deuxième chose, et je vous le dis parce que on se dit tout, Marc, on se connaît bien, et en tout cas de moi à vous, je vous estime véritablement, vous le savez, et je mets pas de sentimentalité dans cette émission. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est que je ne souhaite pas que mon nom soit associé à des personnes qui ne me ressemblent pas. Renaud Camus, qui a gagné un procès contre moi car je l'ai traité dans une émission de ce qu'il a pensé ne pas être. Il a gagné le procès, donc je ne vais pas venir là-dessus, mais je ne suis pas Renaud Camus, car Renaud Camus a fait un chemin inverse au mien. Enfin inverse, je ne sais pas d'où il est parti, mais en tout cas, il a fini dans une case contre laquelle je me bats tous les jours. Et Monsieur Mehdi Meklat, que je ne connais pas véritablement, je ne me suis pas intéressé à son cas, n'a pas, à mon sens, 20 ans de combat constant et implacable
contre la vermine fasciste et l'antisémitisme. Je ne veux pas être comparé à deux personnes. C'était pas une comparaison. Oui, mais j'explique simplement que je sais bien, Marc, vous êtes trop subtil pour ça, mais quand votre nom est accolé à d'autres noms, ça crée des liens qui sont désobligeants pour la personne. Parce que l'actualité de ce pays est régulièrement ponctuée par ce type de sujet et que ce sont les noms qui ressortent. Donc je suis bien obligé d'en parler. Après, qu'il y ait des différences, on peut en parler aussi. J'ai pas essayé d'établir une équivalence entre vous et les personnes citées. Vous avez essayé de l'établir, mais on ne sait jamais. Les auditeurs, même de France Culture, qui sont très éduqués, très intelligents, peuvent avoir un doute. On peut en parler ensuite. Mais je voulais d'abord vous demander votre réaction à l'article de Bernard-Henri Lévy sorti de ce matin dans Le Point. Je suis bouleversé par la réaction de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy aurait pu rétrospectivement se sentir trahi. Il a donné sa chance à un jeune homme qui est venu taper à sa porte au mi-temps des années 90, à qui il a donné toute sa confiance, à qui il a permis véritablement, lui donnant cette confiance, de commencer une carrière littéraire à Paris, car je suis allé voir Bernard pour lui proposer des manuscrits. Je dis Bernard car Bernard est un ami. Et cet homme qui a découvert, avant tout le monde, qui a découvert des écrits abominables, abjects et dégradants pour son auteur et pour n'importe qui, pour le lecteur aussi, a choisi de me pardonner. Et je pense que cette élévation de pardon, cette élévation de pensée, cette propension à tourner la page, malgré le choc qu'il a dû subir en voyant ça, me bouleverse. Et à titre personnel, je ne saurais comment, à l'avenir, le remercier pour ce geste qui me semble un geste parfaitement noble. Il y a une seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai eu cette phase aberrante pendant quelques mois de ma vie en 89, qui était pour moi mon année noire. Mais il est vrai aussi que quand j'étais adolescent, j'avais lu l'intégralité de l'œuvre de Bernard-Henri Lévy, que je connaissais quasiment par cœur. Je recopiais des passages de La Barbérie à visage humain que je mettais dans des copies de bac ou de philo. J'avais été extrêmement intéressé par l'idéologie française. Et quand il est sorti, j'avais 13 ans, je l'ai lu à 14-15 ans. Je lisais ses articles. Et je me suis même mis à lui ressembler à un moment donné de ma vie. Je voulais les mêmes chemises, etc. Vous savez, on en a longuement parlé, Marc, on se connaît un peu. J'ai toujours eu, avant de trouver ma véritable personnalité, une propension au mimétisme. Et quand j'étais adolescent, il m'est arrivé d'imiter Jean-Paul Sartre, il m'est arrivé aussi de vouloir plagier Francis Ponge et Bernard-Henri Lévy. J'ai été une éponge très longtemps. Éponge, Francis Ponge, j'aurais beaucoup aimé parce que il voulait faire un texte intitulé Éponge. On va parler peut-être du mimétisme tout à l'heure, mais donc, je vous dis franchement, Bernard-Henri Lévy a une place dans mon cœur jusqu'à la fin des temps, jusqu'à mon dernier souffle, que de moi-même à moi-même, je ne pourrai jamais oublier. Vous n'êtes pas gêné dans le papier par la manière dont il accorde le pardon au nom, je le cite, de tous les vivants et morts il s'adresse à vous, que vous avez offensés et traînés dans la boue. C'est-à-dire qu'il s'arroge le droit de vous accorder le pardon au nom des vivants et des morts. Ça vous paraît étrange? Je ne me sens absolument pas habilité, Marc, et vous le comprendrez, à répondre en lieu et place de Bernard-Henri Lévy. D'accord. Je pense qu'il a assez souffert des dessins qu'il a pu voir de mon cru et de ma plume, pour qu'en plus je me permette aujourd'hui de me faire son ventriloque. Ça serait pornographique. Je vous supplie d'accepter cette réponse, car je me sens vraiment pas, et particulièrement aujourd'hui, en mesure de répondre à la place de Monsieur Lévy. Marie-Gilles, vous avez lu cet article? Oui, j'ai lu cet article et cette dimension de rachat finale, moi, me paraît intéressante parce que justement, j'avais une lecture du livre aussi comme liée à la problématique de la rupture et du rachat. Livre de Yann Moix, d'Orléans, bien sûr, oui. Pardon, du dernier roman donc de Yann Moix, qui a quand même suscité toute cette affaire au départ. Et oui, j'ai une lecture de ce livre, puisque le thème de l'émission aujourd'hui était celle de la rupture par rapport à l'identité à l'origine, et aussi au procès des familles, lié, disons, à une quête de l'ipsé, du moi profond, qui s'accompagne d'un rachat de l'autre, ou d'un accueil de l'autre et d'un rachat de l'autre. Donc
dans ce sens, la fin de cet article est intéressante pour moi parce que il résonne. Voilà. Sinon, je n'ai pas. Je pense que c'est une affaire quand même relativement privée entre Bernard-Henri Lévy et Yann Moix. C'est quand même une affaire publique. C'est une affaire publique de fait, mais qui à mon sens, devrait être privée puisque c'est une relation d'amitié et la réponse d'un homme qui aurait pu être blessé par un acte passé. Donc, moi, je n'ai pas d'avis personnel sur cette... je trouve qu'il est toujours bon de pardonner. Oui, mais l'aspect religieux... L'aspect religieux, je vous dis, m'intéresse du point de vue du rachat. Mais moi non plus, je ne juge pas Bernard-Henri Lévy. Enfin, je veux dire, je n'ai pas l'impression qu'il se... Enfin, je ne me demande pas s'il a le droit ou pas de parler au nom des morts. Voilà. Je pense que chacun... a le droit de dire des choses qui sortent des lieux communs et du consensus et parfois des choses fortes et qui suscitent de toute façon toujours de la pensée. Donc même si ça doit être une position ou une posture, celle de se placer à la place des morts ou à la place de Dieu, qui peut paraître choquante, pour moi c'est toujours de toute façon une posture plus intéressante que celle qui consiste à parler à travers des phrases toutes faites, des lieux communs ou des postures déjà établies. Ah, carrément. Donc, il vaut mieux se placer à la place de Dieu. J'ai pas dit ça. D'accord. Et donc pour continuer une seconde, on en a parlé un peu quand on s'est vu. Le pardon que vous avez donné, que vous avez fait hier à l'émission, pour vous c'était la chose à faire. C'était la chose à faire. Yann Moix, cette émission. C'est une affaire compliquée parce que le véritable problème, Marc, pour moi, est double. Ne pas demander pardon m'était impossible. Je vois ce qu'on peut reprocher à ce pardon éventuellement, mais je ne me le reproche pas à moi-même. Il était sincère, profond, et il n'était pas prémédité. Je ne pouvais pas commencer à parler d'un livre sans demander pardon. Le problème est peut-être le lieu. Est-ce un lieu pour demander pardon ? Oui. Ça, c'est le premier problème que je peux, puisqu'on est dans une mission intellectuelle, c'est le premier problème que je peux voir éventuellement. La télévision est-elle le lieu du pardon ? La deuxième chose... Et peut-être cette émission en particulier. Et cette émission en particulier parce que vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui un mélange des genres, où la télévision comme spectacle et la télévision comme analyse de la société se mélangent. Il y a une espèce d'alliage contre nature de deux univers qui, de manière quasiment inédite, depuis 15 ou 20 ans, s'embrase. C'est-à-dire qu'avant, on avait des émissions strictement idéologiques, politiques, intellectuelles, et des émissions de variété. Aujourd'hui, ce mélange des deux est un problème en soi. Le deuxième aspect du pardon est que, effectivement, doit-on demander pardon quand on y est acculé ? C'est le deuxième problème. Et le troisième problème, doit-on demander pardon quand on a commis une erreur il y a 30 ans dans un fanzine diffusé à 15 exemplaires ? Oui, ça c'est un problème. Donc, si vous voulez, il y a dans cette forme de pardon quelque chose qui peut éventuellement souiller la notion de pardon, qui me paraît être quelque chose de pur et d'inconditionnel. Et là, le lieu, les circonstances, le lieu, la télévision, les circonstances, y être acculé, et la raison du pardon, demander pardon pour quelque chose qui n'était pas destiné à la publication, ni au public, ni au fait que ça soit su, qui aurait dû être un pardon de moi à moi-même. Oui. Et ce pardon, j'ai essayé de me l'offrir à moi-même par tous mes combats depuis plus de 25 ans. Et j'aurais aimé que ce pardon reste intime. Car effectivement, toute ma trajectoire était une réponse à cette ignominie. Et c'est ça pour moi, c'est ça qui me pose un problème s'il y en a un, c'est que autant je peux comprendre totalement l'aspect démarche personnelle qui part d'un point A, qui arrive à un point B et mutation de l'être en fait. Autant le fait de mettre en scène cette mutation pour arriver à un pardon dans une émission de télévision qui sert quand même à la promotion d'un livre me gêne. C'est la raison pour laquelle je vais répondre de deux manières, Marc. La première, c'est de vous dire que j'ai oublié le livre en allant dans l'émission. Ça me paraît difficile. Non, vous savez, dans la situation où je suis, le livre n'a pour moi plus aucune importance. Et d'ailleurs, on ne parle pas du livre, vous avez bien remarqué, ni de son contenu. On n'a pas parlé vraiment du livre depuis qu'il est sorti.
La première chose, c'est que je ne pouvais pas prononcer un mot sans demander ce pardon que j'ai senti viscéralement. Il ne faut pas oublier que des gens ont été blessés, choqués et déçus par ce qu'ils ont vu. Et ils ont raison. Donc, je voulais parler à ces gens-là. Ces gens qui ont fait confiance à un homme qui se bat à leur côté depuis des années. Les gens qui, dans leur chair et dans leur mémoire, ont pu être insultés et affligés par ce qu'ils ont vu. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la manière dont on m'a attaqué, peut-être à juste titre, je dis pas le contraire, elle n'était pas anti-spectaculaire. C'est-à-dire que comment voulez-vous que je réponde aux centaines de pages qui s'écrivent sur moi tous les jours pour essayer de m'associer à des noms infâmes. C'est une guerre. Dans cette guerre, j'ai vu les guerriers qui voulaient abattre un homme qu'ils avaient déçu. Ceux-là ont raison. Et j'ai vu aussi des guerriers qui voulaient abattre un homme tout court, pour d'autres raisons. C'est normal. Enfin, c'est normal au XXIe siècle, et c'est ça qui m'attriste. Il y a donc une volonté de mise à mort, dont certains ont raison de la vouloir, et d'autres utilisent un prétexte pour vouloir votre mort sociale et peut-être même physique quand même. Donc, étant donné qu'une part, peut-être infime, des critiques qui m'ont été faites relevaient du spectacle, je ne vois pas d'autre endroit, à part les tribunaux, à part une tribune dans un journal, ce que j'aurais préféré faire, qu'un moment de... Vous auriez préféré faire ? Je pense que je suis écrivain. Vous avez assisté à l'émission, vous avez vu que je n'étais pas très à l'aise, mais peu importe. Moi, mon métier, c'est les mots, je ne vis que pour la littérature, par la littérature. Je ne me sens beau, intelligent et riche que lorsque je suis devant mon ordinateur ou que j'ai un stylo dans la main. Tout le reste du temps, je trouve que ma vie n'est pas intéressante. Mais ce n'est pas rationnel, Marc. Je n'avais pas préparé cette demande d'excuse en me disant « il faut que je demande pardon à ». En marchant, en m'avançant vers le siège, j'ai ressenti ça de manière totalement irréfléchie, sincère et vraie. Je ne pouvais pas prononcer un mot sans demander ce pardon qui est sorti de ma bouche d'une façon totalement viscérale. Je suis obligé de vous poser la question. Vous ne vous êtes pas senti humilié par le fait de faire ça ? Non, je pense que l'humiliation est Je suis un humilié de naissance. Il y a une phrase de Julien Green... Pour rester sur le thème du livre, hein, puisque c'est de ça qu'on... il y a une phrase de Julien Green qui dit Dieu n'ayant pas voulu faire de nous des humiliés, il a fait de nous des humbles. Moi, Dieu a fait de moi un humilié. Mais Dieu n'existe pas pour moi. Dieu, c'est le diable, en fait, c'est mes parents. Et donc, je ne veux pas relier l'éducation à ces écrits abjects. Ça serait du simplisme, de la causalité, un abus de causalité, d'une certaine manière. C'est un viol de la causalité. Mais je pense très sincèrement que... Oui, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Je parlais de l'humiliation. Je vous demandais si vous non, j'ai pas senti d'humiliation parce que pour moi, l'humiliation, elle est permanente dans ma vie. Je me vis toujours comme un humilié. Je suis quelqu'un... Guitry disait j'aime mes complexes. Si j'avais des pellicules, je serais fier de mes pellicules. Moi, je suis pas fier de mon humiliation, mais je ne me sens jamais à ma place nulle part. Sauf quand j'écris. Je vais vous donner un exemple tout bête, prosaïque, qui n'a rien à voir avec cette polémique. Je n'arrive pas à rentrer il m'arrive d'aller au café de Flore, par exemple. Vous avez trouvé cet exemple risible. Non. Mais je n'arrive pas à rentrer au Flore. Parce que je me vis comme un type qui n'a pas le droit d'entrer au Flore. Les seuls endroits où je me sens bien sont les livres, quand j'écris ou que j'en lis, et depuis plusieurs années, l'étude, notamment les études talmudiques, ou de la pensée juive, quand j'étudie à l'Institut d'études lévinassiennes avec des amis comme René Lévy, etc., me plonger dans un texte et réfléchir à plusieurs, essayer de tirer du texte un sens, est un exercice où je me sens tout sauf un humilié. Je me sens en résonance avec quelque chose de profond et qui a à voir avec la littérature. Est-ce que... on va venir au livre, hein. Mais je suis pas là, pas là pour ça. Je veux dire, je suis pas dans l'obsession qu'on en vienne au livre. Mais est-ce que cette errance, le fait de ne pas trouver votre place, est-ce que ça peut expliquer
votre errance dans Paris dans les années 90-2000, je ne vais pas revenir sur les milieux négationnistes, mais d'une personne à une autre, comme ça, passant de la fascination admirative pour Marc-Édouard Nab, à l'amitié intime avec d'autres par la suite, tout en voyant par ailleurs Bernard-Henri Lévy. Est-ce que cette façon de ne pas trouver sa place, est-ce que c'était pas est-ce que ça s'est pas traduit par cette errance-là? Votre question est excellente. J'ai l'impression dans les années 90, même début des années 2000, d'être un peu une boule de bille dans un flipper, avec plusieurs choses. D'abord une errance intellectuelle. Trouver sa place, vous le savez bien, vous avez écrit un livre qui s'appelle Place dans le monde. Trouver sa place est quelque chose de... On peut pas être heureux tant qu'on n'a pas trouvé sa place. Il y a un endroit où on doit être, il faut bien être quelque part. Et cette place, elle n'est pas simplement physique, elle est intellectuelle. Mais tant qu'on n'a pas trouvé sa place intellectuelle, on ne trouve pas sa place physique, ni ses attitudes, ni sa manière de s'habiller, ni sa manière de se promener dans la rue. Et ce que vous dites est tellement intelligent qu'effectivement, c'est une époque de ma vie où je marchais dans les rues de Paris jusqu'à épuisement. Mmh. J'avais pas d'endroit où aller. Des studios, des squats, des machins. J'étais toujours bien habillé, mais j'avais pas vraiment de chez moi. J'allais, comme Pierre Minet, un ami de Roger Hilbert-Lecomte du Grand Jeu qui est arrivé à Paris, je dormais pas dehors, mais je dormais à Beaubourg, je dormais dans des squats, je dormais dans un petit studio, mais j'errais toute la journée. J'errais sans cesse, j'avais pas d'endroit où me poser. Ça, c'est une première chose. Et mon errance résonnait qu'une errance intellectuelle. Je savais pas quoi penser. J'avais pas trouvé de style littéraire. Mon premier roman, dont je sais que vous ne l'aviez pas aimé, vous aviez raison de ne pas l'aimer d'une certaine manière parce que vous aviez peut-être vu qu'il y avait quelque chose qui imitait de page en page des écrivains sans trouver mon écriture. C'est une errance aussi. J'allais de style en style. Et pour répondre sur les personnalités, vous avez raison. J'ai toujours aimé, et comme romancier, c'est vrai que ça m'a construit aussi, c'est intéressant, les personnalités différentes, hors normes, extraordinaires. Pas forcément Marc-Édouard Nab ou autre, mais dans tous les domaines, dans tous les styles, dans tous les genres. Français, étrangers, je suis allé au Brésil très longtemps pour rencontrer des gens extraordinaires. J'aime les gens qui sortent du lot. Et vous savez bien que parmi les gens qui sortent du lot, il y a des gens qui ne sont pas lisses du tout. Il y a des monstres. Et il y a des monstres. Marie-Gilles ? Oui, je voulais rebondir parce qu'effectivement le motif de trouver sa place dans le livre est extrêmement important et prégnant. L'errance vient du latin errare, qui signifie aussi faire erreur. Ça a donné un doublon en français. Errer par la marche, c'est aussi errer par la pensée, mais aussi faire erreur, se tromper. Et c'est une récurrence. Je dirais, tout écrivain est errant. Errer, c'est écrire, c'est ce que dit Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est le divagarer aussi, c'est rêver. On ne peut pas rêver sans errer. Et donc l'erreur et l'errance sont liées, mais aussi la place et l'imposture, parce que l'imposture vient d'imponere, prendre la place d'eux, être en place d'eux. Et j'ai trouvé un passage extrêmement intéressant parce que bon, c'est vrai que le livre s'ouvre un peu comme un voyage au bout de la nuit, enfin plutôt dans l'orange que dans le noir, de la rouille, de l'automne, et puis. On parle du livre de Yann Moix. Oui, je parle d'Orléans. On parle de la vie, qu'on passe au livre. Alors quand je dirai le livre, je parlerai toujours d'Orléans. Mais avec des épiphanies, des moments de clarté, et puis il y a ce passage de la place du cancre, de la mise au coin. Page 41, je lis cet aveu d'échec me causait une irrémissible joie. L'échec, l'erreur, la nullité, l'imposture, le ratage, c'était moi. J'avais trouvé ma place au milieu des foules humaines. Et j'ai été extrêmement intéressée par ce terme d'imposture à ce moment-là, parce que effectivement, il est rassurant pour l'enfant que vous étiez de trouver une place, qui était celle du raté, mais qui était une place. Et vous utilisez à ce moment-là le mot de l'absence de place, en quelque sorte, c'est-à-dire d'imposture, c'est prendre la place de, qui est toute la littérature, en réalité. Toute la littérature consiste à écrire dans la polyphonie, dans l'intertextualité d'autres textes, prendre la place à un moment donné d'autres, ne serait-ce que faire prendre la place des mots à la vie.
et du texte à l'existence. Mais je comprends l'idée, oui. Mais cette idée d'errance et l'imposture, on va y revenir parce que ça me semble une idée forte. Mais d'abord sur l'errance, il me semble que quand vous dites Marie-Jeanne que tous les écrivains sont en errance, il y a des écrivains qui sont en errance mais qui ont un ego déjà bien installé, et puis il y a les gens qui sont en errance physique, puis en errance intérieure, et qui ne savent pas où ils se situent. Et c'était votre cas, Yann Moix, à cette époque, dans les années 90. Ce qui est très intéressant, c'est que une des définitions du judaïsme, c'est d'être en exil par rapport à soi. C'est différent. Mais c'est pas la même chose. Non, mais non, mais oui. Justement, être en exil par rapport à soi, c'est avoir trouvé sa place. Quand on est en exil par rapport à tout ce qu'on croise, aux immeubles, aux gens, aux animaux, aux textes, on ne peut pas être en exil par rapport à soi, parce qu'on n'existe pas. Voilà. Mais moi, il me semble que c'est le statut de l'écrivain. Du vrai écrivain. Oui, mais et donc dans ces années-là, les gens sur lesquels vous tombez, il faut pour essayer on va pas passer l'émission là-dessus, mais pour essayer de reconstituer quand même l'époque où ça se situe. Hein, c'est un petit monde très masculin que vous rencontrez à travers Marc-Édouard Nab et puis à travers Blanc-Rue dont on a parlé tout à l'heure, qui réalisera plus tard un documentaire sur le négationniste Faurisson, très masculin, de trentenaires qui se veulent subversifs, qui se veulent cultiver. On est après la chute du mur de Berlin, la mondialisation soft paraît le seul avenir, et il est de bon ton d'afficher en réaction une espèce de sarcasme insurrectionnel plus ou moins nihiliste, une violence plus ou moins verbale. C'est cette époque-là, non ? Vous retrouvez là-dedans ? Puisque vous avez cité le nom de Blanc-Rue, c'était aussi l'époque Bec-Bété. Tout à fait. Blanc-Rue, je l'ai rencontré une fête de Bec-Bété. Tout à fait. De la revue Bordel. Tout à fait. Ce sont des gens qui publiaient dans la revue Bordel. Il y avait la revue Énervé. On retrouvait tous ces jeunes qui arrivaient de province. Il y avait, on retrouvait Jérôme Béglé, Christophe Onodibio, Arnaud Vivian était déjà là, des gens qui venaient de province et qui, ce sont les Rastignac des années 90, si vous voulez. Et ce sont aussi les gens qui ont créé le prix de Flore, tous ces gens-là. Ce sont des gens très bien, qui ont tous très bien réussi. Il y avait de votre part le même désir de réussite. Vous aviez un grand désir de réussite chez vous. Une obsession. Une obsession. Voilà. Mais par la littérature. Si vous voulez, je ne voulais pas être connu à tout prix. Je voulais être connu comme écrivain. Je n'aurais pas supporté, par exemple, de faire de la télévision avant d'avoir écrit des livres. Quand j'avais 26 ans, on m'a proposé de présenter une émission littéraire. J'avais pas un centime, j'ai refusé parce que j'ai bien senti qu'il fallait que je fasse mes débuts comme écrivain pour rester écrivain toute ma vie. On m'aurait proposé de faire de la radio ou du cinéma à mon arrivée à Paris, je ne l'aurais pas fait. Je tenais vraiment, coûte que coûte, à rentrer par la littérature. Parce que là, je pensais que j'avais trouvé ma place, et le jour où mon premier livre est sorti, je me suis enfin trouvé beau, en fait. Je me sentais bien, ça y est, j'avais commencé à trouver quelque chose, un début de place. Et pour rester une seconde sur cette histoire du milieu, comment ça se fait que ces narrations négationnistes traînaient comme ça dans ce milieu à l'époque ? Mais elles ne traînaient pas, c'est-à-dire que les gens dont vous parlez, je n'ai jamais parlé de je n'ai jamais évoqué ces sujets. Oui, bien sûr, c'était... alors pourquoi ils sont devenus ça ? C'est ça la question. Ouais. Pourquoi un Alain Soral qui était spécialisé dans la drague est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Pourquoi un Marc-Édouard Nab qui était spécialisé dans le jazz, même si dans son premier livre, il y avait déjà des allusions que maintenant je trouve lumineuses parce qu'elles expliquent son parcours. Pourquoi est-ce qu'un spécialiste du jazz qui aurait pu être un très grand écrivain est devenu ce qu'il est devenu ? Et pourquoi est-ce que un type comme Blanc-Rue, qui était un spécialiste de Kennedy, de Guitry et du démasquage des charlatans et des magiciens douteux, est devenu ce qu'il est devenu ? Ça, à mon avis, il y aurait une étude poussée à faire. Je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a un retour des thèses négationnistes qui avaient cours dans les années 70 ? On pourrait déjà se demander pourquoi les thèses négationnistes sont arrivées dans les années 70. Mais en fait, elles ne sont pas arrivées dans les années 70. Non, vers la fin. Elles appartiennent au présent du nazisme lui-même. Oui, bien sûr. Le premier négationnisme étant le nazisme lui-même. Oui, bien sûr. Mais Primo Levi
à affronter un négationnisme de masse. Oui, puisque, oui, voilà. bien sûr. Et ensuite, on pourrait se demander... Mais ça se structure, le discours négationniste se structure en France quand même. Racinier et Faurisson sont deux Français, critiques littéraires. Oui. Et je pense que c'est pas complètement un hasard. Oui, alors j'ai peut-être une explication. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout l'aspect contemporain, la génération des années 90-2000, celle que vous êtes connue, et moi aussi d'ailleurs. Oui, une possibilité, c'est que les années 70 par exemple, jusqu'au début des années 80, ont été des années d'hyper-théorisation de tout. Le structuralisme notamment, le lacanisme, on peut parfois en rire de cet ultra-intellectualisme, mais tout était idéologique, politique, psychanalytique, social et intellectualiste. Vous aviez des schémas mathématiques pour expliquer un texte de Rimbaud par exemple, et donc il y a eu une ultra-intellectualisation. Et ensuite il y a eu une sorte de vide qui s'est créé, un vide intellectuel. Les étudiants manifester dans la rue parce il y avait de la sélection à la fac, mais plus du tout pour changer la société. Ils voulaient simplement que leur retraite ne soit pas menacée. Il y a eu, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est pour ça peut-être il y a une errance de certains, un vide, non pas simplement idéologique, mais un vide intellectuel, un trou noir intellectuel. Parce que à l'époque où il y avait de l'idéologie dans les années 60-70, l'idéologie, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'elle accepte les concepts intellectuels. Elle peut s'allier, elle peut les entrédigérer, mais l'idéologie, ça a besoin d'intellectualité. On s'est retrouvé dans les années 90 dans rien à penser. Il n'y avait pas d'événements importants, il n'y avait pas de théoriciens, il n'y avait pas de Roland Barthes, il n'y avait pas de Lacan, il n'y avait pas de Deleuze. Ces gens-là avaient disparu. L'air du vide. Il y avait l'air total du vide. Et d'ailleurs, vous voyez bien que Becbédé a changé la NRF, Nouvelle Revue Française, par énervé, c'est-à-dire par une potacherie. Il a fondé, je n'attaque pas Becbédé, je dis qu'il est représentant des années 90 à sa façon, le Cacas Club. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où le caca, qui était quelque chose de freudien et qui disait quelque chose dans les 70, même Pasolini s'est emparé du caca pour faire Salaud, tout d'un coup le caca était devenu la fête, et non plus un déchet. C'était devenu un ornement de fête. Et je crois que le Cacas Club résume à lui seul. Et ça en dit long, le Cacas Club. Ça veut dire à la fois on se dégoûte, on est dans le nihilisme, mais on prône le caca comme une matière première, et non plus comme un déchet. Et je trouve que là, je l'ai ressenti ce trou noir, parce que dans les années 70, Becbédé et Nab se seraient battus physiquement. Dans les années 90, ils font la fête ensemble, puisque plus rien n'a d'importance et tout ressemble à tout. Et donc, ensuite, chacun est allé soit vers sa carrière, un tel voulait aller... C'est aussi un monde de mecs, hein. Oui, et il y a, alors vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Dans les années 70, les femmes sont omniprésentes, le féminisme arrive, et dans les années 90, quand j'arrive à Paris, je me fais la remarque, je dis un jour à Becbédé, je dis mais en fait, je pensais que le milieu littéraire, il y avait des jolies filles partout. Et il me dit, c'est normal, la littérature est en train de mourir, on reconnaît la santé de la littérature à la présence des filles, mais c'était pas vrai. Il y a un non-dit là-dedans, c'est que la femme n'existe pas. La femme est bannie, elle est exclue parce que les soirées doivent être scatologiques et viriles. Mais une virilité d'adolescent attardé. Donc pas de sexualité en fait. On est, avec le Cacas Club, j'appelle Cacas Club l'époque en fait, dans non plus la rétention anale freudienne, mais dans l'infantilisme absolu. Et on voit des adultes se transformer en enfants. Les Inrocks, par exemple, que vous connaissez bien, Marc, ont inventé un concept que j'ignorais, c'est un jeune réalisateur de 43 ans. Olivier Assayas, c'était un jeune réalisateur de 47 ans. Les jeunes des Inrocks avaient tous 47 ans. Et donc, il y avait une jeunesse éternelle. Mais tout ça a créé de l'immaturité, et on a commencé, sans doute, par la blague, à jouer avec des concepts extrêmement dangereux, comme si tout ça n'était pas grave. Et le Cacas Club, ça a donné des vrais étrons, qui ont sombré dans l'antisémitisme virulent et dans le négationnisme. Et puis ça a donné aussi des adultes totalement irresponsables qui ont des œuvres parfois totalement creuses, sans penser, avec du style et rien à l'intérieur. Regardez les livres de Nab. Il y a longtemps eu que du style avec rien à l'intérieur. Ensuite, il n'y a ni style, ni rien dedans. Mais d'autres, dont je ne vais pas citer les noms, qui sont héritiers de cette époque-là, n'ont pas réussi à faire d'œuvre. Ils ont fait 3 tours. Et je considère que parmi ceux-là, ayant senti que certains de mes livres étaient en train de plonger dans cette vacuité, j'ai eu un sursaut d'intelligence, je pense, excusez-moi, je dis pas ça par immodestie, d'intelligence au sens étymologique du terme, où l'étude
de la pensée juive m'a permis de construire autrement mes livres. C'est-à-dire que vous considérez que c'est l'étude de la pensée juive qui vous a permis d'échapper au vide et à la perversion engendrée par le vide. Pour ma part, intimement convaincu, l'œuvre de Benny Lévy, dont on pourrait parler longtemps, Être juif, est un livre qui a changé mon existence. Et je me suis dit, je ne peux plus écrire comme... Alors ça a pris du temps, j'ai pas réalisé ça immédiatement, mais j'ai compris qu'un jour, j'avais peut-être la capacité d'arrêter d'être brillant et de commencer à être profond. Car le Cacas Club, il y avait beaucoup de gens brillants, mais j'y ai rencontré peu de gens profonds, en fait. Alors, c'est pas vaniteux, c'est une quête que j'essaye d'obtenir. Enfin Et alors, tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez mal pris que j'évoque le nom de Mehdi Meklat. La différence entre les deux, pour rester simplement sur Meklat, c'est que c'est précisément ça. C'est que de votre point de vue, c'est-à-dire que vous vous êtes tourné à un moment donné vers l'étude, vous êtes tourné vers l'étude, Marc. Et vous avez combattu, c'est tous vos combats. Non, pas simplement ça, le travail, la lecture, pas l'étude simplement des textes juifs. Je me suis replongé comme jamais dans les textes de la littérature. Dans les grands textes, Dostoïevski, Conrad, Melville, j'ai lu comme jamais, Kafka, j'ai fait des séminaires sur ces gens-là pendant des mois. J'ai lu pour la première fois de ma vie, en fait, parce que dans Orléans, je lis des auteurs trop difficiles pour moi. Après, j'ai lu des gens qui me parlaient. Et vous lisez Péguy, et à quel âge déjà Péguy et Gide, j'ai commencé à 8 ans et demi, 9 ans. Et Péguy, j'ai commencé à 10-12 ans. Et Sartre, j'avais tout lu, des livres de philosophie trop compliqués pour moi, mais j'avais lu les 3 tomes de Yo de la famille à 15 ans. Mais c'était trop. Mais une dernière question sur ce sujet, avant qu'on finisse sur le livre. Comment je vais formuler ça? Vous n'avez pas le sentiment d'être passé finalement... Vous considérez que vous n'êtes plus en errance aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes passé d'une figure tutélaire à une autre, et puis finalement, est-ce que Bernard-Henri Lévy n'est pas aussi une figure tutélaire à laquelle aujourd'hui à l'ombre de laquelle vous vivez? Alors, votre question, il y a 10 ans, m'aurait énormément embarrassé. Bernard-Henri Lévy, je le considère comme un homme important dans ma vie, comme un ami, mais il n'aurait pas aimé que je dise aujourd'hui que c'est une figure tutélaire. Ça a été une rencontre qui m'a permis de faire d'autres rencontres intellectuelles. C'est une rencontre humaine qui m'a ouvert vers d'autres rencontres intellectuelles, dont Benny Lévy et Lévinas, ce qui est très important dans un parcours. En revanche, l'errance que j'ai aujourd'hui, je l'aime. C'est l'errance que doit avoir tout écrivain vis-à-vis de lui-même, mais plus vis-à-vis de la société, des autres, des minorités. C'est une errance dans laquelle on n'a pas besoin de haïr. On n'a même pas besoin de se poser la question si on est un grand écrivain, parce que ça c'est l'immaturité française. C'est pas un écrivain, c'est un grand écrivain. Non, on est en face de quelque chose qui est soi, qui est quelque chose de très mystérieux, et on ne se pose plus la question de savoir si on est tel ou tel personnage dans la société. On ne cherche sa place que par rapport à soi-même. Essayer de dire quelque chose. La littérature, ça essaye de dire une parole, pas un discours. Je suis passé d'une littérature de discours, qui fait le malin, une littérature qui fait la maline, à une littérature de parole, avec des livres peut-être moins brillants, mais qui me semblent être plus vrais. Une parole, c'est pas un discours. Il n'y a pas de posture. Je ne supporte plus l'imposture, mais j'écris mes livres sans y réfléchir. J'écris des livres que je suis le seul à pouvoir écrire, ce qui n'était peut-être pas le cas d'une partie de mes livres précédents. Marie-Gilles, sur Orléans. Oui, c'est tout à fait... c'est exactement cela, c'est-à-dire que c'est un livre qui s'inscrit dans une... tradition qui est celle du récit de soi, du récit d'enfance, du récit de vie, à la première personne, comme les mots de Sartre dont il a été question, ou si le grain de meurtre de Gide qui s'en inspire. Il y a bien d'autres voix dans ce livre d'écrivain, mais c'est une écriture absolument propre. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une tradition où on le reconnaît dans la structure, dans les métaphores, il y a beaucoup d'emprunts et de polyphonie, et en même temps le traitement est tout à fait personnel. C'est le même, je dirais, que dans tout livre littéraire, c'est-à-dire en tout cas, récit de vie, c'est la quête du moi, comme vous le disiez. C'est le passage de l'identité, c'est-à-dire ce moi qui nous est donné par la naissance, par l'extérieur, par le dehors, à l'ipséité, le moi intérieur profond qu'on ne connaît pas. Et si je reprends la thèse de Ricoeur sur la promesse, atteindre ce moi ne peut passer que par l'autre, c'est-à-dire par le fait de donner sa parole. Comme vous disiez, c'est pour ça que c'est un livre de parole. Donner sa parole à l'autre et ouvre une brèche dans l'identité
et que Ricoeur appelle un intervalle, et tenir sa parole, c'est se déplacer de l'identité à l'ipséité, se déplacer de ce qui nous est donné d'emblée à moins profond. Mais c'est aussi un livre très violent. Alors, d'abord, cette ouverture à l'autre, elle se fait par Gide et puis par les autres textes et les autres auteurs, d'où le mimétisme et la question de... c'est un livre très violent, bien sûr, très violent dans une tradition aussi, je dirais. Oui. Alors, qui n'a pas le style de Céline, du tout, qui est plutôt le beau style, je dirais, de Gide, enfin en tout cas, qui avec des métaphores plus osées et un côté parfois postmoderne peut-être qu'on pourrait évoquer, mais qui n'a pas le style de Céline, mais qui en a les thèmes, en tout cas au départ, dans la nuit, la violence des images, l'enfant est traité comme une ordure et jeté comme un sac, comme les livres d'ailleurs, et il y a toute une métaphore filée dans le livre de l'analogie entre le livre et l'être. Et d'ailleurs, je crois que cette recherche du moi prend la forme, c'est pour ça que c'est vraiment, je trouve un livre remarquable, par cette métaphore filée, du fait de changer de peau. En fait, alors c'est changer de corps, vous dites à un moment, et Gide renaît en 1968, etc. Donc, il prend le corps d'un autre. À un moment, il y a aussi la métaphore du Bernard l'Ermite à propos de Ponge. Mais il s'agit finalement de la peau, de changer de peau et de transmuer la peau en mots. Et c'est tout le travail de l'écriture en fait. C'est-à-dire que cette métaphore est magnifique puisque alors il y a effectivement le génocide des livres, des Gide, dont on sauve Palude de la poubelle. Palude qui est le livre dans lequel Gide dit qu'il va écrire un livre. Enfin, dans lequel un écrivain dit qu'il va écrire un livre. Donc c'est vraiment une sorte de métonymie ou de métaphore de l'écriture même, le fait de sauver Palude, c'est ce qui va sauver aussi. Et puis il y a, c'est-à-dire que ce que le livre, je termine juste, il y a pour montrer vraiment que c'est une métaphore constante, il y a l'idiot de la famille qui a un rôle important, je crois. Donc la biographie de Sartre, de Flaubert. Par Sartre de Flaubert, et qui est jeté et qui est écrasé par les voitures comme un corps. Les voitures passaient sur le corps de Flaubert, est-il dit, etc. Et bon, moi j'ai trouvé, alors vous allez pas être, bon, la littérature c'est un absolu, donc c'est une forme de remplacement de Dieu. Vous dites je n'ai pas de Dieu, je n'ai eu que le néant de mes parents ou la. Mais il y a tout un fil mystique dans le livre, dans la prose. Bon, d'abord il y a la rencontre de la Vierge au début, cette statue qui est le premier amour, etc. Et puis il y a une page assez étonnante quand même, qui est la grande scène d'humiliation, parce que si on revient à l'humiliation, moi j'ai trouvé cette scène absolument extraordinaire, la grande scène d'humiliation où l'enfant assiste, donc c'est la scène du témoin caché, qui est une constante de la littérature aussi, où l'enfant assiste à ses parents riant avec des amis d'un de ses textes, donc les pastiches de Ponge. Et le texte est un texte d'humiliation dit dans des termes complètement bibliques. Alors, attendez, je vais devoir vous arrêter quand même, parce que sinon on va faire une conférence. Je crois que le point central, c'est que c'est un livre sur la littérature, c'est un livre sur la littérature comme arme de libération et comme arme structurante de soi. Et ce sera ma dernière question, Yann Moix, est-ce que vous ne pensez pas que pour être totalement l'écrivain que vous êtes, il faut aller vers plus de solitude et vers moins de médias? Vous avez raison. Et par rapport à l'errance et trouver sa place, je viens de trouver une formule dont j'ai hélas le secret. Il faut passer du pastiche au palimpseste. Ce livre est un vaste palimpseste. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Laurie Vachon et à la réalisation Véronique Villa.